L'environnement que vous êtes, bienvenue chez nous. Merci. Nous avons M. Hugues Akpona, C'est exact. directeur national à African Wildlife Foundation. Exactement, c'est un peu plus compliqué. Et M. Jordan Kimball, vous êtes chef d'équipe du projet CAFEC pour le compte du Fonds mondial pour la nature. Encore une fois, merci de disponibiliser de votre temps pour échanger avec nous. C'est un plaisir. La célébration de la Journée internationale de la biodiversité pour ce 22 mai vous dit certainement quelque chose. Tout à fait. Le 22 mai a été consacré par la Convention sur la diversité biologique, donc le secrétariat de cette convention, comme une journée consacrée à célébrer tous les efforts consentis dans le monde en vue de contribuer aux 3 objectifs de cette convention, à savoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de cette biodiversité et le partage juste et équitable des avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques. Et par rapport au thème choisi, M. Jordan, ça vous dit quelque chose, la biodiversité pour le développement durable, comment vous l'interprétez? Oui, je l'interprète comme la base de la survie des êtres humains, de le bon fonctionnement de tous les services écosystémiques de la Terre. Alors, moi, je suis là à travers le projet CAFEC avec l'appui du USAID, gouvernement américain, plus l'appui du ministère de l'Environnement et du Climat de Norvège. Effectivement, pour un grand appui de plusieurs années pour la conservation de la biodiversité de la RDC et des pays voisins. Et vous avez quelque chose à ajouter, M. Hugues? Naturellement, vous devez savoir que la biodiversité, c'est la vie. Tous les phénomènes naturels, toute la création, l'histoire de la création est basée sur cette biodiversité. Et c'est dans ce cadre que ADOVF s'inscrit aussi au niveau de la RDC à travailler de commun accord avec les communautés, toujours pour lier la conservation au développement durable, avec bien sûr l'appui de l'USAID, qui est un de nos partenaires importants, et du gouvernement de la Norvège, qui appuie aussi ce programme que nous mettons en œuvre dans les paysages. Alors, s'il faut contextualiser le thème, quelles sont les garanties d'essai durabilité en RDC? Alors, à chaud, je dirais que toute action qui se veut durable entre dans un processus. Et ce processus consiste déjà à mieux engager les acteurs en présence pour un changement de comportement nécessaire à atteindre l'objectif de cette durabilité. Alors, en RDC, comme vous savez, la RDC est l'un des pays les plus riches en biodiversité. Et nous ne pouvons pas concevoir une gestion durable de cette biodiversité si elle n'existe pas. Donc pour moi, c'est déjà une grande garantie au niveau du pays, compte tenu donc de la diversité qu'on observe au niveau de la République. Donc il y a de la matière pour assurer une certaine durabilité. Alors le second aspect que je trouve important, c'est qu'aucune durabilité ne peut s'imaginer si les acteurs en présence autour des réserves, autour de cette biodiversité qui existe, ne se mobilisent pas pour cela. D'où l'importance de la conservation et l'importance du développement durable, des actions pour appuyer le développement durable qui ensemble peuvent concourir à atteindre cet objectif de durabilité. L'importance de la conservation, certes, mais est-elle bénéfique aujourd'hui pour la RDC? Qu'est-ce que ça rapporte, M. Jonathan? Jordan, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce que ça fait pour ce d'abord, il y a la tension au niveau du monde, de l'extérieur. Beaucoup d'agences, beaucoup d'experts. On est invité de venir travailler pour la conservation ici. Alors, ça met en contact direct avec des milliers de paysans, de villageois qui vont jamais avoir un contact avec le monde extérieur si c'est pas à travers des projets de développement de la conservation qui sont venus grâce au gouvernement de la RDC. D'ailleurs, c'est une vraie machine aujourd'hui, la conservation de la biodiversité, le développement durable. Les Nations Unies et toutes les grandes puissances du monde sont là afin d'investir dedans.
parce qu'on est arrivé dans une situation où on vit les réalités du changement climatique. Il y a une crise mondiale au niveau de la perte des espèces, des animaux. Mais disons qu'on en parle d'animaux, on parle des hommes et des femmes, ça veut dire les cultures, les ethnies qui sont en train de disparaître à cause de cette immense globalisation, mondialisation. Est-ce que vous avez la même perception? Oui, j'ai la même perception. Je pense qu'en termes de bénéfices pour la RDC, déjà, il y a de la création d'emplois. Vous pensez? Oui, il y a de la création d'emplois à travers les multitudes d'organisations qui s'investissent dans la conservation, à travers les projets et les financements qui parviennent au niveau du pays. Et pour moi, parler de bénéfices... Le degré, il est quand même important, vous estimez? Oui, je l'estime. Je réponds à l'affirmative. Et je voulais aussi dire que, vous savez, on ne peut pas concevoir un développement sur ce que nous n'avons pas. Et pour moi, une des richesses importantes de la RDC, ce sont ses ressources naturelles. Donc, en termes d'importance naturelle pour les communautés ici en RDC, c'est déjà un atout, ces ressources naturelles. Et à côté de ça, il y a tout l'investissement qui est mis. Il y a le contact avec l'expertise venant d'ailleurs. Il y a de l'expertise nationale qui existe, qui se crée, qui se renforce et qui peut être valorisée tant dans le pays qu'ailleurs, qui sont autant d'atouts que procurent toutes ces actions de conservation. Et pour finir, je dirais, les actions de conservation que nous menons visent à maintenir cette ressource dans le long terme. Du coup, à maintenir tous les services que fournissent ces ressources pour les populations sur le long terme. Avec quelle stratégie? Alors, il y a plusieurs stratégies. La première, pour moi, c'est déjà qu'on puisse mieux connaître ce que nous avons. Parce que nous ne pouvons pas parler d'une gestion durable sans connaître le potentiel que nous avons. Et ça, c'est pour moi un premier pas. Alors, le second pas, c'est combiner les actions de développement aux actions de conservation. Parler d'actions de conservation va dans le sens... Comment les combiner? Ah oui, les combiner tout simplement signifie que nous intégrons les populations autour de ces ressources dans le processus de gestion de la ressource, tout en leur donnant la bonne information sur les outils développés au niveau mondial pour assurer une certaine durabilité dans la gestion, tout en leur apportant des alternatives pour leur bien-être, tout en leur montrant l'importance de s'investir dans la conservation et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de cette conservation. Alors, comment s'y prendre? Et lorsque vous nous parlez de cette importance, nous comprenons qu'il y a l'information, il y a la sensibilisation, il y a l'éducation, il y a également des mesures incitatives. Comment procéder? Oui, ben, tout à fait. Et d'abord, j'aimerais bien mettre le bal qui blesse sur les investissements derrière les communautés, les groupements féminins, les groupements de la jeunesse qui vit dans les villages assez isolés des centres urbains. Là, l'approche de CAFEC, c'est d'aller directement voir quels sont les besoins. On fait toutes les études de base, voir quelles sont les réalités, les atouts, les menaces, et à travers une stratégie intégrée, les formations avec des investissements dans ce qu'on appelle la foresterie communautaire, la foresterie privée, les plantations des arbres à haute croissance qui croissent très rapidement. Et puis on cible des paysans, des leaders villageois, des groupements qui peuvent vraiment tenir ça et rendre ça productif. Et on les appuie pendant des années pour qu'ils puissent gérer ça, gérer les économies, réinvestir. C'est là, en fait, la technologie qui est efficace. Du début jusqu'à la fin, soit agriculture mélangée avec la foresterie, mélangée avec les foyers améliorés, avec plein de formations, ce changement climatique, l'importance de la biodiversité, comment mieux gérer vos terroirs, etc. Tout ça de façon très participative avec les autorités locales, avec les peuples autochtones, les femmes, tout le monde. On avance comme ça, pas à pas. Rien ne se passe dans la précipitation. C'est un travail de qualité. Et là, pendant les 3 années qui restent du CAFEC, on est vraiment en train de voir où sont les réussites, éviter les points qui n'ont pas réussi
Et quand vous êtes prêts, je peux vous parler d'une grande réussite en provenance de Virunga et Goma. Oui, allez-y. Ben, c'est effectivement ce qu'on appelle Eco-Makala, le charbon vert. Et vous connaissez que les pressions démographiques de l'Est sont immenses à cause de plusieurs réalités. Alors CAFEC et Carpe, avec l'appui de plusieurs bailleurs, se sont investis là-bas sur les terres, un quart d'hectare, 1 hectare, plusieurs hectares. On fait une pépinière des arbres, des eucalyptus, d'autres encore, et on fait une plantation qui à partir de 3 ans, 5 ans, 7 ans, le bénéficiaire va tirer des profits de ça. Alors l'économie est très jolie, on produit le charbon de façon durable, on met ça avec une technologie super efficace qui s'appelle le foyer amélioré. Pas n'importe quel foyer, mais un foyer qui était touché par les ingénieurs. Et avec ça, il y a un joli cycle de durabilité. Bon, nous parlons de la conservation, je comprends. Sinon, on allait relancer un autre débat par rapport aux foyers améliorés. Je pense que nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Monsieur Hugues, lorsqu'on parle des alternatives et si on essaie de concilier cela aux différentes pressions anthropiques exercées sur les réserves et forêts et tout ça, est-ce que ça donne quelque chose? Je peux vous dire, d'abord, pour moi, tout est une question de processus. Alors, toutes les actions qui sont menées produisent des effets déjà assez positifs. Je vais vous décrire un peu le processus de microzonage que nous adoptons, par exemple, dans le paysage Maringa-Lopori-Wamba. Le processus consiste déjà à discuter avec les communautés, leur montrer l'importance de ne pas cultiver de manière intensive, faire une agriculture itinérante sur brûlis, et de pouvoir obtenir de leur part un consentement libre et éclairé pour faire ce qu'on appelle le microzonage, c'est-à-dire délimiter une zone qu'elles reconnaissent comme zone agricole et une zone qu'elles reconnaissent comme zone de forêt permanente, dans laquelle s'appliqueront donc tous les efforts de conservation, et puis la zone agricole est considérée comme une zone d'utilisation pour les communautés. Alors, au niveau de ces zones, à travers le projet CAFEC, nous avons l'appui d'un partenaire qui est l'ITA, l'Institut international d'agriculture tropicale, qui a renforcé les capacités de ces populations pour qu'elles gèrent de manière intensive cette portion de terre qui est délimitée. Et puisque nous intervenons dans une zone reculée, toute cette production qui s'en sort après toutes ces interventions doit pouvoir être liée au marché. Dans ce cadre, toujours avec l'appui de l'USAID, nous avons un bateau qu'on appelle le bateau Moïse qui essaye à des fréquences régulières de desservir le paysage, donc de ramener la production agricole du paysage vers les marchés de Mbandaka et de Kinshasa, histoire de lier cette production aux acheteurs qui se retrouvent généralement dans des grands centres de ville. Et vous comprenez avec moi que c'est toute une chaîne, de leur engagement jusqu'à l'accès au marché. Ça, c'est juste un exemple pour vous dire un peu comment ce processus se passe. Et tous les autres processus sont fondés sur cette participation effective, ce dialogue constant et permanent qui permet d'identifier quels sont les gaps, quels sont les réels besoins et comment développer des idées innovatives pour combler ces besoins en vue d'améliorer donc les conditions des populations qui s'engagent à la conservation. Et les réels besoins aujourd'hui par rapport à la conservation? Alors, pour moi, dans un premier temps, on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi, mais généralement beaucoup ignorent la loi, beaucoup ignorent les principes de conservation. Ça, pour moi, c'est un défi important, pouvoir informer correctement les communautés sur l'importance de ce que nous faisons. Et secondo, vous savez que généralement dans ces zones où on a une forte abondance d'espèces, où on a des ressources naturelles d'importance non négligeable, les populations vivent dans un état que je dirais un état de pauvreté, qui fait que, en contrepartie aux actions de conservation, elles ont toujours tendance à dire faites-nous ça, faites-nous ci. Ce qui est aussi un autre défi, comment pouvoir donc appuyer ces différentes communautés dans l'amélioration de leurs conditions en vue qu'elles renforcent leur engagement à la conservation. Et pour moi, c'est un défi qui appelle à ce que tous les organismes, dans tous les domaines possibles, que ce soit l'eau, la santé,
l'électricité, etc., puissent soutenir les options de conservation, les organismes de conservation, afin de lier réellement cet appui que nous faisons aux différents nouveaux investissements qui sont opérés dans ces aires. Alors, une autre question, la RDC occupe la première place en espèces floristiques locales, des espèces fauniques importantes aussi, mais le pays est confronté à des sérieux problèmes. Nous avons la dégradation de son environnement d'ordre des 0,20%. Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Ben écoute, tout est lié avec cette dégradation des services écosystémiques. Un pays qui prend son développement au sérieux ne peut pas exploiter ses ressources naturelles sans une gestion qui est à la fois sincère et basée sur la science. Quand vous invitez une société minière ou une société d'exploitation du bois de venir et vous ne marchez pas, vous dormez pas avec eux afin de les contrôler. Là, ils ne sont pas ici pour la conservation de vos biodiversités. C'est pour dire que qui dit conservation ne dit pas exploitation, ou c'est une exploitation, mais de façon responsable et rationnelle? Oui, mais si c'est le cas, mais moi, je ne peux pas mettre mon doigt sur un cas d'exploitation rationnelle en RDC à l'heure là, de ces grandes ressources. Alors, grandes ressources, petites ressources, si vous ne gérez pas ces ressources, vous invitez une pauvreté durable, mais pas un développement durable. Hugues, vous partagez cet avis? Alors, moi, je pense votre question, c'est de savoir que m'inspire ce taux de dégradation. Je pense qu'en termes d'inspiration, je dirais d'abord que ce taux de dégradation m'inspire une réflexion sur les causes qui gouvernent cette dégradation. Alors pour moi, aborder ces causes signifie donc pouvoir mettre le doigt sur tous les outils et tous les mécanismes qui sont mis en place pour assurer une certaine durabilité dans les modes, procédures de gestion. Cela implique aussi donc pouvoir d'une manière ou d'une autre réduire les pressions anthropiques qui s'exercent sur ces ressources. Cela suppose aussi pouvoir intervenir au niveau de la communauté qui, d'une manière ou d'une autre, contribue à cette dégradation, tout en leur apportant des outils plus novateurs. C'est-à-dire? Des outils plus novateurs pour impulser un certain développement. Imaginez-vous, dans ces aires d'abondance de ces ressources, il faut que la population puisse se sentir de plus en plus prise en compte dans la prise de décision, dans la fourniture des services minimum, tels que l'eau, qu'elle puisse manger à sa faim. Et c'est en fait, au vu de ces besoins, que cette population s'investit. Parler de cette dégradation m'inspire aussi le fait qu'il faut parler de l'interférence de l'extérieur. Le braconnage aujourd'hui est un des phénomènes les plus importants qui, d'une manière ou d'une autre, contribue à la dégradation des ressources. Il faut être à même de faire face à cela. Sinon... Alors, faire face à cela signifie donc pouvoir maîtriser toute la chaîne. Parce que le braconnage, la chasse ou la consommation est un effet de dégradation, mais moins important que la chasse commerciale, que le braconnage. Donc, il faut pouvoir, d'une manière ou d'une autre, contrôler aussi ce braconnage commercial qui implique un certain nombre de changements de comportement, un certain nombre de mécanismes de contrôle, que ce soit à toutes les frontières, aériennes, terrestres, marines, etc., pour se rassurer que l'effet négatif que ça produit sur les ressources est amoindri. Et je crois que le gouvernement de la RDC a développé, dans le cas typique des éléphants, que sûrement vous entendez parler un peu ces derniers temps, un programme d'action nationale pour l'ivoire, juste pour contrôler, pour mener des actions en vue de réduire cette pression. Et généralement, les espèces ciblées sont des espèces vraiment menacées qui, d'une manière ou d'une autre, risquent de disparaître si les tendances actuelles sont Surtout que la reproduction n'est pas facile. Surtout que la reproduction de ces espèces est lente. La portée, c'est-à-dire le nombre, de manière terre à terre, le nombre de bébés, de mon nombre de mises bas, si je peux m'exprimer ainsi, est moindre. Et dans le même temps, la durée
entre deux mises bas est assez étendue. Donc vous comprenez un peu que si cette pression est maintenue et du moins est croissante sur ces espèces, nous risquons de les empêcher de pouvoir se reconstituer au rythme. Mais parmi normal. les origines, nous avons aussi les guerres, parce qu'il y a par exemple la partie est du pays qui paye un lourd tribut par rapport à ces situations, Monsieur Jordan. Oui, mais c'est ce que je veux dire. On a parlé de l'insécurité. Peut-être c'est le premier défi du pays. Il y a plusieurs niveaux d'insécurité, mais tout revient sur l'appauvrissement de la biodiversité. Ça veut dire les ressources naturelles. Ces milices, ces guerres, ces violences, c'est pour le contrôle de la terre, des ressources minières et d'autres. Alors, autant qu'il n'y a pas ce contrôle stable de ces ressources, et quand je parle de contrôle, on parle d'une gestion efficace qui est au niveau des premières priorités du pays et première priorité au niveau mondial pour ce pays. Parce que imaginez ce cœur, on appelle la RDC, cette région, le cœur vert de l'Afrique. Vous avez le Sahel au nord, vous avez des conditions difficiles au sud. Si le centre devient pauvre, écoutez, déjà, si les grandes forêts de l'Afrique centrale disparaissent là, ce sont des derniers grands stocks de carbone au niveau mondial. Alors, le pays doit mettre ça comme première priorité pour son propre développement, mais aussi pour le développement et le bien-être au niveau mondial. Et ce n'est pas du tout le cas à l'heure là. C'est une priorité secondaire, tertiaire. Alors, bien sûr, il y aura du conflit derrière tout ça. Alors, nous avons encore quelques minutes. Parlons également des animaux totalement protégés en RDC. Oui. Nous avons plusieurs espèces qui sont totalement protégées. Nous avons l'éléphant, comme vous le connaissez. Nous avons le bonobo, qui est une espèce endémique à la RDC, qui est aussi une espèce totalement protégée. Nous avons le lion. Nous avons... L'okapi, vous ne l'avez pas encore cité. Oui, j'en viens, madame. J'en viens. J'en viens. Nous avons l'okapi. J'ai eu l'occasion de visiter la réserve de faune d'Okapi, qui est aussi une espèce totalement protégée. Et autant d'autres espèces. Je crois, en termes d'espèces d'oiseaux, de mammifères et de reptiles, nous avons plus d'une 80aine d'espèces endémiques. Nous avons plus d'une 80aine d'espèces endémiques qui sont forcément protégées, totalement protégées au niveau de la RDC. Mais j'allais quand même ajouter quelque chose. On parle de la conservation, on parle de la biodiversité aujourd'hui, diversité biologique, mais nous sommes plus attelés sur les animaux, les espèces animales. Il y a aussi des plantes médicinales, il y a autre chose. Oui, ben écoute, la biodiversité, c'est la richesse de toutes les créations. Exactement, mais ici vous avez plus mis un accent sur... Bon, il y a toujours les animaux charismatiques, le mégafaune là, parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est-à-dire ce mégafaune. Mais si on veut être sérieux, on parle à la base des services écosystémiques. L'hydrologie, la pollinisation, le recyclage de tous les nutriments, le nettoyage de l'air propre, la pluie. Mais c'est ça, et c'est à sa base ça. Une conservation efficace de la biodiversité, ça peut garantir des bons services d'écologie qui va nous faire mieux vivre. Et c'est ça le message de ces journées, à mon avis, quoi. Oui, je partage cet avis. Et je dis, en fait, c'est vrai qu'on a discuté beaucoup plus de faune, mais sachez que la faune, les espèces animales ne vivent pas dans un terrain dénudé et que beaucoup de ces espèces sont herbivores. Et dans la chaîne alimentaire, les herbivores se nourrissent de plantes, les carnivores se nourrissent d'herbivores, c'est toute une chaîne. Donc, cette biodiversité, bien sûr, inclut et les plantes et les animaux et tous les services écosystémiques que sont fournis par ces différentes espèces, y compris même les gènes et même le paysage. Donc, les différents types d'écosystèmes que nous avons entre en ligne droite dans la ligne droite de cette biodiversité. Et c'est la conservation de tout cet ensemble qui est une de nos priorités au sein de nos différentes institutions. S'il faut parler de la conservation d'il y a 20 ans et conservation aujourd'hui, est-ce confronté aux mêmes réalités? À mon avis, non. À mon avis, les priorités évoluent en fonction du temps. Comme vous savez, il y a 20 ans, la population de la RDC n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a 20 ans, l'enjeu et l'engouement pour certains
organes d'animaux n'est pas le même que ce que nous constatons aujourd'hui. Donc de plus en plus que nous évoluons dans le temps, le croît démographique qui constitue une pression, et puis cette pression démographique s'en allant croissante rend croissant aussi les facteurs de menace. En plus de ça, la faune et la flore prennent de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui en termes économiques. Apparemment, vous avez quelque chose à ajouter, mais en votre manière. Ben, moi, je reviens sur le fait que tout change rapidement ces jours-ci. Imaginez-vous, ben, il y a 20 ans, les scientifiques commençaient de parler, ils avaient l'audacité, le courage de parler du changement climatique. Celui qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas des impacts néfastes du changement climatique, il ou elle a tort. Il faut juste voir la sévérité des tempêtes un peu partout dans le monde, etc. Alors, tout ça, c'est lié avec notre manque de gestion efficace des services écosystémiques de la Terre. Il y a combien d'espèces qui ont disparu complètement depuis 20 ans là? On ne parle même plus. Parce que c'est le problème de qui? Des environnementalistes, des conservationnistes. C'est le problème de nous tous parce qu'une fois que vous avez une espèce qui quitte le paysage, vous avez appauvrissé votre paysage. Et un paysage pauvre n'a plus la même résilience au changement climatique. Tout marche, comme mon collègue a dit, ensemble. Autant que vous appauvrissez quelque chose, vous le rendre malade, et tôt ou tard, elle ne va plus vous fournir avec des services sur lesquels vous êtes dépendant. Encore une autre question aujourd'hui. Oui, allez-y. Oui, je voulais aussi ajouter, il y a 20 ans, l'ambition au modernisme n'était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de nouvelles villes qui se créent, au détriment forcément de ces ressources naturelles. Donc, de jour en jour... Écologique. Pardon? Des villes écologiques parce qu'il faudra en prendre... Oui, forcément. Vous voyez, vous nous avez emmenés quand même dans un cadre qui nous satisfait en matière. Vous voyez, on n'a pas besoin de la climatisation. On a de l'air ambiant, on a la climatisation naturelle. Donc, il faut forcément aller vers cette tendance. Mais de nouvelles villes se créent au détriment de ces ressources tous les jours. Cette ambition de nos États d'avoir des villes, de nouvelles villes, n'existait pas avec la même ampleur il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ces questions s'adapter parce qu'on parle des nouvelles villes, des nouvelles constructions, mais écologiques, là, ça pourra passer. Tout à fait, écologique, et qui entre dans le processus de gestion durable de ces ressources. Exactement. Alors, ça suppose donc que même dans le plan d'urbanisation, dans le plan d'occupation, on devrait intégrer où est-ce que nous implantons une nouvelle ville. Quel est l'impact de cette nouvelle ville sur les ressources qui constituent en fait notre patrimoine. Donc ce sont des réflexions qui doivent être intégrées. Ce qui signifie donc que cette question de gestion durable de l'environnement, de gestion durable des ressources naturelles devrait être intégrée dans tous les secteurs. Ça ne devrait pas être l'apanage du ministère de l'Environnement pris isolément. C'est un multidimensionnel, multisecteur qui implique donc que tout le monde s'engage et tout le monde intègre dans ses politiques, dans ses stratégies, cette notion de l'environnement pour préserver d'une manière ou d'une autre les ressources. Une place importante réservée à la recherche. Une place importante réservée à la recherche, une place importante réservée à l'environnement, une place importante réservée à l'intégration de toutes ces notions, fruits de la recherche, dans toutes nos actions quotidiennes. La biodiversité pour le développement durable, c'est donc le thème choisi pour l'édition 2015 de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. 2 acteurs qui travaillent dans la conservation étaient invités de votre émission Écran Vert. Nous vous disons merci et à la prochaine.